Je ne peux que réagir positivement face à des mesures a priori positives pour l'apprentissage. Cela dit, je pense qu'on vit depuis plusieurs années dans une très grande instabilité en termes justement de mesures pour l'apprentissage, avec des changements tous les ans, donc des grandes incertitudes. Et puis par ailleurs, je ne suis pas sûr que la carotte et le bâton soient des bons systèmes. C'est-à-dire, pour développer l'apprentissage, je vous donne une prime. Je ne suis pas sûr que ce soit une motivation principale d'un chef d'entreprise pour prendre un apprenti. Donc je ne suis pas complètement sûr que ce soit le bon système. Et puis par ailleurs, je vous impose un taux d'apprenti ou d'alternant chez vous, sinon vous payez une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder. Je pense que l'enjeu derrière, le vrai enjeu de l'apprentissage, et de façon plus générale de la formation professionnelle, c'est la croyance dans la jeunesse, dans ses talents, dans ses capacités à agir. D'ailleurs, je vais vous citer une phrase d'Hésiode, qui est née en 700 avant Jésus-Christ, et qui disait « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. » Donc vous voyez que ça fait quand même 3000 ans que ça dure, et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu en France dans cette situation-là. Et notamment pour moi, un des problèmes majeurs de la France qui ne s'attaque pas à ce problème-là, c'est le problème des 150 000 jeunes sans qualification qui sortent chaque année. Ça fait 20 ans que ça dure et aucune mesure n'est prise pour cela. Donc voilà, oui pour l'apprentissage, mais il faut avoir, je pense, une réflexion plus globale sur comment qualifier, professionnaliser les jeunes Français. Alors, les freins sont multiples et les rapports, il y a un rapport qui sort quasiment tous les 2 mois sur les freins à l'apprentissage. On a eu de très très brillants et très bien faits ces dernières semaines et ces derniers mois. Pour moi, ce que je vois, quand j'interroge à la fois mes chargés de recrutement, les chefs d'entreprise qui vont recruter effectivement les apprentis et mes formateurs, c'est d'abord un problème d'estime de soi. Les jeunes que je reçois, sortis de 3e ou sortis de bac, et essentiellement de bac pro, n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Ils ont des vrais problèmes comportementaux. Ils ont un niveau de scolarité absolument catastrophique dans les matières dites générales, français et maths. Pour illustrer cela, je vous dirais qu'en BTS, en première année de BTS, on réapprend la division à des gens qui sont normalement bacheliers. Autre frein, le coût de l'apprentissage. Le coût de l'apprentissage pour l'entreprise est excessif. Et je pense que la lecture un peu extensive faite par les pouvoirs publics sur le taux de SMIC à donner en termes de salaire des apprentis est une catastrophe. Quand il faut payer 80% du SMIC à un jeune qui est là dans l'entreprise 50% du temps, voire 40% du temps, je pense que c'est une catastrophe qui fait qu'on ne prend pas d'apprentis parce que c'est trop cher. À la fois vu par le chef d'entreprise et plus grave, vu par le corps social de l'entreprise, qui constate que l'apprenti qu'il faut accompagner, tutorer, manager, est payé mieux à l'heure de travail ou au jour de travail que le salarié temps plein. De façon un peu plus générale, les autres freins, c'est la culture scientifique et technologique en France, qui est une catastrophe, qui n'est pas du tout portée. Le défaut de culture entrepreneuriale et de culture pro-entreprise, même si M. Valls aime les entreprises. Et puis enfin, l'image de l'apprentissage qui est quand même si elle est valorisée par les politiques, etc., de fait est vendue, entre guillemets, comme une deuxième chance. Comment voulez-vous attirer des gens de qualité sur une deuxième chance pour les manuels, c'est-à-dire pour les autres, en gros pour les nuls, alors que pour moi c'est un mode pédagogique qui permet l'excellence, qui est d'une exigence exceptionnelle et qui n'a rien à voir avec une formation initiale classique, et qui surtout valorise un public, enfin met en réussite un public que le système classique français ne met pas en réussite. Je m'explique. Pierre-Gilles de Gênes disait que pour faire un prix Nobel, il faut un déductif pour 4 inductifs. Le système français produit ou valorise en tout cas la proportion inverse. L'apprentissage, il est vraiment fait pour les inductifs, c'est-à-dire des gens qui sont incapables d'apprendre par cœur, mais qui ont besoin de sentir, de toucher. Donc effectivement, il faut une pédagogie inductive. Et ça, cette filière de réussite, ça veut dire que ces gens-là qui sont a priori pas reconnus par le système éducatif classique, c'est quand même eux qui vont fabriquer des voitures, des avions, des hélicoptères, et qui sont dans le zéro défaut. Alors qu'a priori, ce sont les pas bons. Cherchez l'erreur.
Alors, à la FORP, on essaye d'avoir une vision holistique, voire utopiste. C'est-à-dire que nous pensons que là où nous sommes, on a une capacité à agir et on aimerait que d'autres, d'ailleurs, le fassent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons le pari des talents pour la jeunesse d'aujourd'hui, dans sa diversité, dans son extrême diversité, de couleurs, de races, de religions, de niveaux. Et notre métier, c'est vraiment d'essayer de nous adapter à ce public. D'ailleurs, on les appelle des clients. Nous pensons qu'il faut que nous nous adaptions à eux et que nous ne soyons pas une pâle copie d'un lycée classique. Et donc, c'est le pari des talents, même avec un mauvais niveau scolaire. C'est, je dirais, l'ouverture des chakras et c'est proposer l'excellence, tirer vers le haut et proposer des choses atypiques. Et l'ouverture des chakras, notamment, ça va être quoi? Ça va être proposer du grec ancien, des pré-apprentis réputés totalement illettrés. Ça va être proposer des œuvres d'art, ça va être proposer de la philosophie, des ateliers de philosophie à des BTS, etc. C'est vraiment montrer à ces gens-là qui sont a priori sortis du système éducatif classique avec aucune estime d'eux-mêmes et aucune conscience de leurs capacités, qu'ils ont des capacités, puisque demain dans l'entreprise, c'est eux qui feront tourner la maison. À la FORP, nous formons essentiellement des bacs professionnels, des BTS et des licences professionnelles, et nous pensons que cette population, que j'appelle l'encadrement intermédiaire, a une vocation à faire tourner les entreprises, voire à les reprendre, voire à en créer. Il y a beaucoup de talents dans ces publics-là, or ils sont réputés comme des déchets du système. Et donc nous faisons ce pari de l'intelligence, ce pari des talents chez ces publics-là, et on a des très très belles expériences de gens qui effectivement, arrivant vraiment totalement exclus du système éducatif, se remettent en route, repartent par l'acquisition de compétences, par le professionnalisme. Nous, notre credo, c'est de travailler sur l'estime de soi, par de la professionnalisation, l'acquisition de compétences qu'on va faire éventuellement certifier, de façon très individualisée et pour travailler sur l'employabilité et sur l'autonomie. Moi, mon projet, c'est pas d'avoir des gens qui sont diplômés, c'est d'avoir des gens qui sont employables pendant 40 ans de vie professionnelle après la FORP. Donc l'idée, c'est de leur donner des outils, des réflexes, des méthodes, une confiance en eux qui leur permettent de vivre à peu près heureux pendant 40 ans dans des filières industrielles et technologiques qui vont changer tout le temps, les technologies vont aller de plus en plus vite. Donc comment est-ce qu'ils vont arriver à s'orienter et à rester employables tout au long de leur vie professionnelle? C'est ça le projet de la FORP. Et donc on tire dans tous les sens, on essaye tous les systèmes et surtout, je dirais, de décloisonner les matières, de décloisonner les niveaux. Dans le système éducatif en France en général et souvent dans les CFA, le prof de maths ne parle pas au professeur de sciences appliquées, ne parle pas aux formateurs d'enseignement professionnel. On est en train de mettre en place dans notre centre d'Anières depuis le 1er septembre ce que j'appelle pudiquement la révolution pédagogique, où on essaye là de complètement tirer la pédagogie par le développement des compétences et par la conduite de projets qui permettent d'aller chercher la connaissance au fur et à mesure du déroulement du projet. Donc de mieux mobiliser les talents de ces publics un petit peu atypiques qui a du mal à être attentifs pendant 2 heures de cours de maths, et donc pour les motiver et les mobiliser sur leurs projets personnels et professionnels, et avec une capacité de projection dans l'avenir. Donc en gros, on essaye de donner du sens à l'éducation, à la formation, à la professionnalisation, et de rendre les gens beaucoup plus acteurs de leur projet. Je vais revenir sur le début de mon intervention à propos des 150 000 jeunes sans qualification. Moi, je pense très sérieusement qu'en France, aujourd'hui, il faut supprimer le collège unique, qui est, je pense, la catastrophe fortement génératrice de cette manque d'estime de soi, l'absence de redoublement, enfin tous ces systèmes qui font croire qu'on peut continuer à avancer sans qu'il se passe quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous interviewez un instituteur de maternelle, il sait exactement, dès la grande section ou dès le CP, qui vont être dans sa classe les exclus du système 10 ans après. Que fait-on pendant ces 10 ans? Est-ce qu'on s'en occupe
Ou est-ce qu'on continue sous prétexte d'aller jusqu'à la 3e à 16 ans? Il ne se passe rien, et puis à 16 ans, va donc en filière professionnelle, et puis tu verras ce qui se passe. Et nous, en 2 ans ou en 3 ans pour un bac pro, 2 ans pour un BTS, il faut qu'on récupère des choses qui n'ont pas été semées, il faut qu'on sème des choses qui n'ont pas été avant. Et donc là, je pense qu'il y a un énorme gaspillage. C'est que fait-on? Comment est-ce qu'on développe ce qu'on fait à la force, c'est-à-dire l'appréciation par les formateurs de ce qu'on appelle les intelligences multiples, c'est-à-dire que chacun a sa façon d'apprendre. Donc comment est-ce qu'on peut apprendre ça dès le primaire, voire au collège? Comment est-ce qu'on peut avoir des parcours le plus possible individualisés, et je pense surtout donner du sens aux études. Quand vous rentrez en septembre dans un lycée ou même dans un CFA, on vous dit, ben voilà, tu commences demain, tu as 2 heures de maths, 2 heures de français, mais il est où le projet? Il est où le sens? Pourquoi je dois faire ça? Voilà, donc nous, on essaie de travailler là-dessus. Et quand je dis que j'ai une vision holistique des choses, c'est-à-dire que je me dis que nous faisons ça à une petite échelle, enfin quand même 1600 apprentis à la FORP, sur des métiers industriels en plus, il y a certainement une capacité à influer sur l'ensemble du dispositif national. Mais pour moi, il y a urgence, parce que j'ai parlé des 150 000 jeunes sans qualification, je peux aussi parler des 100, 110 ou 120 000 jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur sans rien. Et là, personne ne s'en occupe, on ne sait pas ce qui se passe. Or, là-dedans, il y a des talents, il suffit juste de les récupérer, de les cadrer, de leur donner de l'autorisation à agir. Et normalement, derrière, il y a du jus, comme chez tous les jeunes, à toutes les générations, depuis 3000 ans.